Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si on est parent d'un enfant, quels sont les signaux qui doivent nous alerter pour aller consulter justement ? Alors souvent les signaux ils vont être envoyés déjà par l'école. Souvent la première cause de consultation, c'est la maîtresse qui dit votre enfant devrait aller voir le psy. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est comme ça. Et je crois que quand vous avez... Oui, c'est difficile de faire la part des choses entre un enfant qui est turbulent, qui est juste un enfant finalement, un enfant actif, et notamment un enfant au potentiel qui s'intéresse à plein de trucs, qui va être super actif. Il faut bien dire, les enfants au potentiel, c'est merveilleux. Vous parlez de tout avec eux. Et des fois, oui, il n'y a pas de sujet interdit. Alors, il faut les ajuster à leur âge, évidemment, mais on peut parler de tout. Ils sont curieux, vous les emmenez partout, ils sont contents. Mais en même temps, c'est une sacrée calamité parce que ça court partout, ça s'arrête jamais. Ils ont besoin de vous en permanence. Et donc, c'est là, on se dit, ouais, mais celui-là, il est hyperactif, il est TDAH. Alors que pas forcément. Donc, on n'a pas, encore une fois, cette conjonction des deux obligatoire. Donc, qu'est-ce qui mène à consulter ? Je pense quand vous avez un enfant, effectivement, qui va courir partout, qui ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est vrai. C'est un peu l'image du petit garçon TDAH, mais c'est une réalité en partie quand même, notamment pour les garçons. Donc, si vous avez un enfant qui ne peut pas s'arrêter, mais jamais, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça ? Le trouble neurodéveloppemental, il est présent dans tous les compartiments de la vie. Parce qu'on nous dit souvent, oui, à l'école, il est comme ça, il n'écoute pas en classe, il est turbulent, il perturbe la classe, mais à la maison, pas du tout. À la maison, il est sage comme une image, il est capable de faire un puzzle pendant 2 heures, il peut faire ses Legos pendant 1 heure, il peut lire un livre, alors on ne parle pas des écrans, parce que c'est autre, ça compte pas. Pour rester sans bouger, ça marche pas. Mais une activité qui lui plaît, il reste sans bouger, vous l'emmenez au musée, il est sage, il écoute, il pose des questions, et bizarrement, à l'école, ça marche plus. Donc ça peut pas être un trouble neurodéveloppemental, parce que le trouble neurodéveloppemental, il est présent partout, dans tous les compartiments. Et donc, à ce moment-là, il faut se poser la question de peut-être qu'est-ce qui se passe autrement, qui marche pas à l'école. Mais on peut quand même consulter pour avoir des éléments de réponse, en tout cas. Et concernant le haut potentiel, ils ont quasi jamais de langage bébé. C'est pas eux qui vont vous dire... alors, ça dépend comment on leur parle, mais globalement, c'est pas eux qui vont vous dire le toutou qui fait waf waf. Ou le chouchou qui, je sais pas quoi, ça, ils savent pas dire ça. Ils arrivent à l'école, ils ont un langage, les enseignants le disent, ils ont un langage au-dessus de leur classe d'âge. Alors, pour un parent qui a un seul enfant, moi, souvent, ils arrivent, ils disent, mais moi, je sais pas, c'est le seul que j'ai. Donc, on me dit, ton enfant, ta fille, ton fils, il est un peu plus vif. Moi, je sais pas, je sais pas. Donc, il y a le langage, principalement, qui fait dire... Et après, ce ne sont pas forcément des enfants qui sont isolés, qui sont harcelés. On nous dit tous les hauts potentiels sont harcelés, ils sont malmenés. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien savoir que haut potentiel, ce n'est pas une pathologie. Ce qui veut dire que, statistiquement parlant, tous les hauts potentiels vont bien. Parce que si tout ça allait mal, ça serait une pathologie. Et même statistiquement parlant, ils vont mieux que les neurotypiques. Donc c'est plus une protection qu'un calvaire. Alors que les gens, quand on leur dit « votre enfant est au potentiel » ou « vous êtes au potentiel », « oh là là, c'est pas possible, là, il va être malheureux toute sa vie, quelle calamité ». Non, c'est super d'être au potentiel. C'est plein de qualités, c'est plein de richesses et c'est pas du tout une pathologie. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on sorte aussi de ce cliché. Mais bien sûr, on a le sentiment que tous les hauts potentiels vont mal, mais non, pas du tout. C'est plein de belles qualités, justement. Et si on va plus loin, on sait aujourd'hui quand même que ce qui est... Alors effectivement, les enfants au potentiel font partie, au même titre que les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux, des enfants à besoins éducatifs spécifiques, qui sont reconnus par l'éducation nationale comme ayant des besoins particuliers qui ne sont pas comblés par une éducation, entre guillemets, traditionnelle. Donc, ce qui ne veut pas dire les mettre dans d'autres écoles, ça veut dire que les enseignants proposent des aménagements à ces enfants-là. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, des besoins, qui sont vraiment des besoins intrinsèques, par exemple, le besoin de sens pour un apprentissage, un enfant potentiel qui voit pas qui comprend pas, aura beaucoup de mal à apprendre. Donc, ce besoin-là, tout simplement, qui doit être comblé pour un enfant potentiel, eh bien, si on le donne à un enfant neurotypique, si on met du sens dans les apprentissages, alors c'est pas un besoin, ils peuvent apprendre sans comprendre les neurotypiques, paradoxalement, mais ça va favoriser leurs apprentissages. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les besoins des hauts potentiels, finalement, bénéficient à tout le monde. Un peu comme si c'était le phare qui tirait, c'est un peu grandiloquent ce que je veux dire, mais qui tirait l'humanité vers demain. Et les Américains, qui sont tous un peu des fois grandiloquents, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc, non, on va pas non plus encenser, mais c'est vrai que leurs besoins bénéficient à tous. Et c'est ça qui est chouette. Pourquoi est-ce qu'on a aussi l'image de potentiellement des élèves qui sont dans la douance
qui sont en échec à l'école. Est-ce que ça, c'est une réalité du terrain ? C'est une réalité, mais c'est une réalité la même que chez les neurotypiques. On a un tiers en réussite, un tiers dans la moyenne, un tiers en échec, comme chez les neurotypiques, à 2 ou 3% près. Donc c'est pareil. Ce qui est vrai, c'est que le parcours scolaire pour les enfants au potentiel est souvent très compliqué. D'une part parce que ça fait pas sens, et que sans sens, c'est compliqué pour les enfants au potentiel. D'autre part, la répétition, c'est super compliqué. Et pourquoi c'est compliqué ? Il y a un exemple que je prends tout le temps, mais qui est la réalité, c'est qu'un enfant neurotypique a besoin de 8 à 10 répétitions pour retenir un concept. Un enfant avec des problèmes, 10 à 15. L'enfant au potentiel, 1 à 2. Si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, ça c'est une autre affaire. Mais donc ça veut dire que les enseignants, et c'est le principe de l'instruction dans tous les pays du monde, sont là pour tout le monde, donc vont répéter. Et donc vont répéter minimum 10 fois, ou vous demandez de répéter à la maison, c'est les devoirs, justement, pour être sûr que la trace mnésique va être là. Mais si au bout d'une fois ou deux, vous avez retenu, c'est pas juste compris, vous avez retenu, tout le reste du temps, vous faites quoi ? Donc ça, c'est compliqué. La rapidité de traitement de l'information aussi est plus grande chez les hauts potentiels. Donc si un enfant neurotypique a besoin de ça pour traiter un sujet et l'enfant au potentiel ça, tout le reste du temps, il fait quoi ? Donc on cumule ça avec la mémoire et ça fait que c'est pas qu'il va s'ennuyer, mais il va pas être nourri suffisamment, cet enfant-là. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait dans la classe ? Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde par la fenêtre. Alors, il regarde aussi par la fenêtre, parce que c'est ce qui lui permet de mieux écouter en parallèle son enseignant. Il va gribouiller, Alors, moi, les enfants que je reçois, c'est tous les mêmes. Leur trousse, je vais pas dire c'est un critère diagnostique, mais presque. La trousse d'un enfant au potentiel, elle est crayonnée de tous les côtés. La gomme, elle est pleine de trous. Les crayons, ils sont coupés, ils sont grands comme ça, parce qu'il faut s'occuper. Donc, ils arrivent toujours à s'occuper. Ils vous disent pas, quand je les reçois, tu t'ennuies ? Non, pas du tout. Je m'occupe. Et voilà, ils s'occupent sur la trousse. Alors, les lycéens, eux, ils sont crayonnés. Ils ont des tatouages au marqueur sur tout le bras. Il faut s'occuper. Donc, voilà pourquoi faut les aider à ce que le temps devienne moins long et enrichir un peu leur parcours. En fait, les enfants au potentiel, ils veulent pas grand-chose. Ils veulent des enseignants bienveillants. Voilà. Et ils veulent apprendre des choses. Donc, un enseignant qui va être exigeant, ça leur convient parfaitement. Parce que ils apprennent, ils sont là, on laisse pas passer des erreurs. Pour eux, ça n'a aucun sens, finalement. Une maîtresse moi j'en ai vu, des enfants qui venaient avec le cahier de dictée, et la maîtresse avait mis des fautes là où il n'y en avait pas. Là, pour un enfant au potentiel, déjà pour tout le monde, c'est incompréhensible, mais l'enfant au potentiel dit, mais non. Mais ça, avec le sens de la justice qui est un peu chevillé au corps, dites, mais non. Et là, vous les perdez. Parce qu'ils sont démotivés, pour le coup, pour l'année entière. Ils sont victimes, donc, eux, de stigmatisation un petit peu et de clichés. Au final, si dans une école, ça se passe bien, c'est un atout. C'est ça que vous dites, c'est d'avoir un enfant comme ça. Parce que ça va être un leader ou un enfant qui va... Oui, ce sont des enfants qui sont... moteurs. Qui sont leaders, qui sont moteurs. Ils aiment bien être tuteurs aussi des autres enfants, donc ça c'est chouette, les enseignants ils le savent et ils les prennent comme tuteurs pour un enfant qui a plus de difficultés. Sur des projets, ils sont force de proposition, ils sont créatifs, ils ont de l'imagination, ils sont capables de... Alors ça leur joue des tours aussi de faire des liens et de proposer des idées neuves, ce qui n'est pas forcément ce qu'attend un enseignant, mais oui, ce sont des atouts dans une classe et de toute façon il y en a au moins 1 ou 2 par classe, donc on ne peut pas faire sans. Ah oui, statistiquement, ça voudrait dire qu'il y en a un ou 2 par classe. À peu près. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, dans cette stat, si on prend la double exceptionnalité, il y en aurait 1 toutes les 2 classes, ça Oui, quelque chose comme ça. Okay. Oui, quelque chose comme ça. Donc là, par contre, on est sur une difficulté différente. On est sur une difficulté différente. Parce que, et c'est là aussi où c'est compliqué à accompagner, parce que c'est cette image, en fait, d'une couleur. Vous avez le haut potentiel qui serait bleu et le trouble neurodéveloppemental qui serait jaune, ça fait quelqu'un de vert. Mais c'est pas indissociable. C'est comme si on demandait d'enlever les fibres de couleur. On peut pas, une fois que vous avez fait votre couleur verte, comment vous enlevez les pigments ? On peut pas, tout est mélangé. Donc tout s'imbrique. Et effectivement, il faut savoir ce qu'on en fait de cette imbrication-là. Et si on accompagne une personne comme si juste elle était autiste ou juste comme si elle était atteinte d'un trouble de l'attention, eh bien on va passer à côté parce que... Par exemple, sur quelqu'un de dyslexique qui a des difficultés donc de lecture, on va dire, on va lui donner, traditionnellement, c'est ce que fait les enseignants, ils sont outillés pour accompagner les gens qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Pour les dyslexiques, on va leur donner par exemple un manuel avec des lettres écrites plus gros, avec moins de lettres et plus d'images. Donc en gros, on va leur donner des mots qui sont, entre guillemets, pas intéressants, pour qu'ils puissent les lire facilement. Et ce qui est vrai, ils peuvent lire le mot. Mais un enfant au potentiel qui a un vocabulaire plus élevé, même s'il n'arrive pas à lire, il a un vocabulaire, il a une conception du monde, il a une maturité plus importante, et il a besoin de sens. On lui donne à lire Le Poisson rouge,
mais il va pas rentrer dans l'apprentissage parce que ça va pas lui parler, ça fait pas sens. Et donc, si vous lui donnez par contre des métaphores, une poésie avec des métaphores, ou le poisson rouge, ce qu'on veut, ben là, il va rentrer parce qu'on va lui demander d'aller chercher plus loin, d'aller chercher du sens, d'aller créer du lien et d'aller réfléchir. Et là, il va pouvoir rentrer dans la lecture. Donc, si on fait ça avec un enfant neurotypique, dyslexique, on va le perdre. Si on donne à un enfant au potentiel et dyslexique juste un petit mot à lire, on va le perdre parce qu'il n'a pas d'intérêt. Donc, c'est là où c'est important de prendre les deux en considération. Ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle ou très très peu finalement. Parce que là, ça demande encore plus d'aménagement. Et de compréhension aussi. Ça demande de la compréhension. Ça demande de regarder les enfants et les enseignants nous disent effectivement on n'a pas le temps de faire un cours particulier à chacun, ce qui est vrai. Et ça sera jamais la solution de demain de faire un cours particulier en même temps à 30 élèves dans une même classe. Mais par contre, l'enseignant, il vit avec les enfants, donc il les voit. Et s'il voit il voit que l'enfant, il a des capacités. Donc s'il voit à un moment donné qu'on lui donne un truc et qu'il ne le lit pas, on peut se poser la question. Moi, j'ai vu des bulletins d'enfants où au premier trimestre, il y a écrit acquis, compétence n'importe laquelle acquise. Au deuxième trimestre, non acquis. Je dis, mais comment c'est possible ça ? Si vous savez marcher un moment, le lendemain, vous savez toujours marcher. Pourquoi à un moment, vous marchez, le lendemain, vous ne savez plus ? Et c'est pas écrit, je sais pas quoi, c'est marqué non acquis. Donc, on a des acquis. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est que l'enfant, ça lui a tellement cassé les pieds qu'il a arrêté. Par exemple. Non, ça, c'est un signe. Non, mais oui, ça, c'est un signe, effectivement. Okay. Mais je vois pas comment un enseignant peut dire oui, il sait faire et le lendemain, il sait plus. Ou alors, il y a un problème d'évaluation. Mais ça, c'est pas possible. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. Très vite.